Dans la lumière feutrée de la cabine de première classe d'un vol Air France reliant Paris à Nice, une dispute éclata, brisant l'élégance paisible de l'altitude comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Ce qui débuta comme une simple exigence pour un siège près du hublot se transforma en un affrontement choquant, révélant des préjugés profondément ancrés et une arrogance sans bornes. Les regards se tournèrent, les téléphones s'allumèrent, et l'atmosphère raffinée du vol devint un théâtre de tensions sociales, où chaque mot prononcé risquait d'embraser davantage la situation. Claire Dubois, une femme de 42 ans à l'allure sophistiquée, était installée au siège 2A, près du hublot, son ordinateur portable ouvert sur une présentation cruciale pour une réunion décisive à Nice. Vêtue d'un tailleur bleu marine impeccablement coupé, ses cheveux soigneusement relevés en un chignon élégant, elle incarnait la réussite à la française. Discrète, raffinée, mais d'une puissance indéniable, Claire était la PDG de Dubois Création, une maison de mode parisienne qui rivalisait avec les plus grands noms de l'industrie internationale. Ce vol n'était qu'une étape dans son emploi du temps chargé, un moment de calme où elle pouvait peaufiner les détails d'un contrat de plusieurs millions d'euros qui pourrait propulser son entreprise vers de nouveaux sommets. Ses doigts glissaient sur le clavier avec une précision méthodique, ses yeux scrutant des graphiques financiers, tandis que la lumière naturelle du hublot éclairait son visage concentré. Elle avait choisi ce siège précisément pour son calme, loin de l'agitation de l'allée, un choix stratégique pour une femme qui optimisait chaque minute de son temps. Mais ce havre de tranquillité fut brutalement perturbé par l'arrivée d'Élodie Moreau, une femme de 45 ans drapée dans une robe de créateur dont le prix aurait pu couvrir le loyer mensuel de bien des familles. Élodie avançait dans l'allée avec une assurance arrogante, suivie de près par sa fille Sophie, une adolescente de 15 ans au visage maquillé et à l'attitude effrontée, son smartphone déjà en main, prête à capturer chaque instant pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Élodie s'arrêta net devant le siège de Claire, ses lèvres pincées en une moue de mécontentement. « Madame, vous êtes à la place de ma fille », lança-t-elle d'un ton sec, comme si l'évidence de sa demande suffisait à la faire exaucer. Claire releva les yeux de son écran, légèrement surprise, mais conserva un calme olympien. « Je suis désolée, mais c'est ma place réservée », répondit-elle avec une politesse mesurée, en désignant son billet électronique affiché sur son téléphone. Sa voix était ferme, mais dénuée d'agressivité, celle d'une femme habituée à gérer des situations tendues avec élégance. Élodie croisa les bras, son regard perçant comme une lame. « Ma fille veut le siège près du hublot. C'est une tradition familiale. Elle l'a toujours en première classe », déclara-t-elle, comme si cette tradition conférait un droit inaliénable à sa demande. La cabine, jusque-là enveloppée dans le murmure discret des conversations et le cliquetis des ordinateurs portables, s'anima soudain. Les têtes se tournèrent, les regards convergèrent vers le trio. Monsieur et Madame Lefebvre, un couple de retraités distingués assis au rang 3, échangèrent un regard inquiet, leurs lunettes cerclées d'or reflétant la lumière tamisée. Antoine Bisset, un jeune journaliste de Le Figaro assis au fond de la cabine, sortit discrètement son téléphone, sentant qu'une histoire digne d'un scoop se déroulait sous ses yeux. Sophie, vêtue d'un ensemble de marques qui semblait tout droit sorti d'une boutique de l'avenue Montaigne, s'avança à son tour, son smartphone brandi comme une arme. « Maman a raison », dit-elle avec un sourire narquois, sa voix teintée d'une assurance juvénile. « Je prends toujours le hublot pour mes stories Instagram. Mes abonnés adorent les photos du ciel. » Elle ponctua sa phrase d'un haussement d'épaule, comme si l'importance de ses publications sur les réseaux sociaux surpassait toute autre considération. Claire, imperturbable, posa son regard sur l'adolescente. « Je comprends, mademoiselle, mais j'ai réservé cette place il y a 3 semaines. Elle m'aide à travailler, » répondit-elle, son ton toujours aussi posé, mais avec une pointe d'agacement à peine perceptible. Élodie, visiblement outrée par ce refus, sentit la colère monter. « Vous ne voyez pas que ma fille est une enfant ?» s'exclama-t-elle, sa voix montant d'un cran, brisant le calme feutré de la cabine. « Vous ne pouvez pas lui refuser ça ?» Les mots résonnèrent comme une gifle dans l'espace confiné. Les passagers, un mélange d'hommes d'affaires en costume sur mesure et de vacanciers fortunés, ayant dépensé une petite fortune pour ce privilège, cessèrent leurs activités. Les ordinateurs portables se refermèrent à demi, les conversations s'éteignirent, et une tension palpable s'installa. Sophie, enhardie par l'attitude de sa mère, décida d'en rajouter une couche. Dans un geste théâtral, elle s'approcha du siège de Claire et, sous prétexte de poser son gobelet de café sur la tablette, le renversa accidentellement sur le clavier de l'ordinateur de Claire. Le liquide brunâtre éclaboussa l'écran, menaçant des semaines de travail méticuleux. « Oups, désolé », dit Sophie avec un sourire hypocrite,
ses yeux pétillants de malice. Les passagers retinrent leur souffle, anticipant une explosion de colère. Mais Claire, avec une maîtrise de soi qui força l'admiration, sortit un mouchoir en lin de son sac à main et commença à essuyer son ordinateur sans un mot de reproche. Ce geste de retenue impressionna l'assemblée, mais attisa la fureur d'Élodie. « Vous ne voulez même pas vous excuser auprès de ma fille ?» lança-t-elle, outrée, comme si c'était Claire qui avait commis une faute. « Madame, il n'y a rien à excuser, » répondit Claire, sa voix ferme mais toujours polie. « C'est ma place, et je ne bougerai pas. » À cet instant, Sophie croisa les bras, son visage déformé par une moue arrogante. « Les gens comme vous devraient être plus respectueux envers les enfants, » cracha-t-elle, ces mots dégoulinant d'un sous-entendu raciste qui glaça le sang de l'assemblée. Un murmure choqué parcourut la cabine. Antoine Bisset zooma sur la scène avec son téléphone, capturant chaque détail, tandis que Madame Lefebvre chuchotait à son mari. « C'est scandaleux. Comment peut-on parler ainsi ?» Monsieur Lefebvre hocha la tête, ses lèvres pincées en une grimace de dégoût. Au rang 4, Madame Véronique Dupont, une avocate à l'allure austère, sortit un carnet et commença à noter chaque mot prononcé, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. L'hôtesse de l'air, Camille Laurent, une jeune femme de 30 ans au sourire professionnel mais visiblement nerveuse, s'approcha précipitamment, sentant que la situation risquait de dégénérer. « Mesdames, y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement sous la pression. Élodie se tourna vers elle, triomphante, comme si l'arrivée de l'hôtesse validait automatiquement sa position. « Cette femme refuse de céder sa place à ma fille », s'écria-t-elle, pointant Claire comme si elle dénonçait un crime. « C'est inacceptable! Une enfant demande un simple siège, et elle s'entête. » Camille, mal à l'aise, jeta un regard hésitant à Claire. « Madame, » dit-elle à voix basse, s'adressant à Claire, « pourrions-nous trouver une autre place en première classe pour éviter tout conflit ?» Un silence choqué suivit. Claire croisa les bras, son regard perçant fixant l'hôtesse. « J'ai payé pour ce siège, mademoiselle. »« Je ne bougerai pas, » répondit-elle, sa voix portant une autorité calme mais inébranlable. Sophie, voyant que la situation ne tournait pas en sa faveur, opta pour une tactique plus dramatique. Elle éclata en sanglots théâtraux, ses joues rougies par une performance digne d'une actrice. « Elle est méchante avec moi, » gémit-elle, s'assurant que tout le monde la voit. « Je veux juste le hublot pour mes photos. » Pourquoi est-elle si cruelle avec une ado? Élodie saisit l'opportunité, gesticulant de manière théâtrale. « Vous voyez ?» s'écria-t-elle, s'adressant à Camille. « Vous faites pleurer une enfant. Faites-la bouger, c'est votre travail. » Les passagers s'agitèrent davantage. Antoine, toujours en train de filmer, tweeta en direct. « Scandale en première classe sur un vol Air France. Une femme noire harcelée pour son siège. » Madame Dupont griffonna plus vite, notant les paroles exactes d'Élodie et Sophie. Monsieur Lefebvre, incapable de se contenir, se leva à moitié de son siège. « C'est une honte !» lança-t-il, sa voix grave, résonnant dans la cabine. « Cette dame a payé pour son siège, tout comme nous tous. » Sa femme, Madame Lefebvre, ajouta d'une voix tremblante. « Comment peut-on être aussi impoli ?» La tension dans la cabine était à son comble, l'air chargé d'une électricité presque palpable. Les autres passagers, certains indignés, d'autres mal à l'aise, observaient la scène, certains sortant leur téléphone pour filmer. Un homme d'affaires au rang 5 secoua la tête en murmurant à son voisin. « C'est incroyable, en 2025, on en est encore là. » Une jeune femme, probablement en vacances, chuchota à son amie. « Elle filme tout ça pour ses abonnés? C'est pathétique. » Élodie, sentant qu'elle perdait le contrôle, décida d'enfoncer le clou. Elle se pencha vers Claire, envahissant son espace personnel dans une tentative claire d'intimidation. « Vous ne pensez pas qu'une enfant mérite d'être heureuse ?» demanda-t-elle, sa voix prenant un ton condescendant qui trahissait son sentiment de supériorité. « Ce n'est qu'un siège, pourquoi être aussi têtue ?» Claire, toujours impassible, répondit avec une clarté cinglante. « Ce n'est pas une question d'entêtement, madame. C'est une question de droit. J'ai payé pour ce siège, et votre fille n'a aucun privilège sur moi. » Ces mots, prononcés avec une dignité écrasante, firent vaciller Élodie. Mais au lieu de reculer, elle choisit d'escalader encore. « C'est typique des gens comme vous, » cracha-t-elle, sa voix assez forte pour que toute la cabine l'entende. « Aucun respect pour les familles. Aucun sens des priorités. » La phrase, lourde de sous-entendus racistes, fit l'effet d'un coup de poignard. Un silence choqué envahit la cabine.
Madame Dupont cessa d'écrire, ses yeux écarquillés derrière ses lunettes. Antoine zooma sur Élodie, capturant chaque mot. Monsieur Lefebvre murmura à sa femme. Elle vient de dépasser toutes les limites. Sophie, encouragée par sa mère, sortit son téléphone et commença à filmer Claire. Je vais poster ça sur Instagram, annonça-t-elle bruyamment, s'assurant que Claire entende. Mes abonnés doivent voir comment certaines personnes traitent les enfants. L'ironie de la situation était stupéfiante. Sophie, qui réclamait un siège qui ne lui appartenait pas, accusait Claire d'être égoïste, tout en enregistrant ce qu'elle pensait être une victoire. Élodie, enhardie par la caméra de sa fille, s'adressa à la cabine entière, comme une avocate plaidant sa cause. « Pouvez-vous croire cela ?» lança-t-elle aux autres passagers. Une enfant demande gentiment un siège, et cette femme refuse de faire preuve de la moindre bonté. Les réactions des passagers variaient. Certains, comme l'homme d'affaires au rang 5, secouaient la tête, clairement dégoûtés. D'autres, mal à l'aise, détournaient le regard, espérant éviter tout conflit. Madame Lefebvre murmura à son mari. Il faut que quelqu'un intervienne. Camille, l'hôtesse, était désormais au bord de la panique. Elle avait été formée à gérer les passagers difficiles, mais rien ne l'avait préparée à une situation aussi explosive. « S'il vous plaît, mesdames, calmez-vous », dit-elle, sa voix tremblante. Puis, se tournant vers Claire, elle ajouta d'un ton hésitant. « Madame, pour le bien, être de tous, accepteriez-vous de changer de place ?» La cabine entière retint son souffle. Claire posa un regard glacial sur Camille. « Non, mademoiselle, » répondit-elle, chaque mot pesé avec soin. « J'ai réservé ce siège il y a 3 semaines. Votre rôle est de faire respecter les droits des passagers. Pas de céder aux caprices. » Les mots de Claire, prononcés avec une autorité calme, firent rougir Camille. Élodie, furieuse, pointa un doigt accusateur. « Vous entendez ça? Elle fait pleurer ma fille » cria-t-elle, désignant Sophie, qui continuait ses sanglots exagérés. « Faites-la bouger, c'est votre travail. » À cet instant, la porte du cockpit s'ouvrit, et le commandant Pierre Leclerc, un homme de 55 ans à l'allure imposante, entra dans la cabine. Son uniforme impeccable et son visage sévère firent taire les murmures. Il s'approcha lentement, son regard balayant la scène comme un juge observant un tribunal. Élodie, voyant l'arrivée du commandant, redressa les épaules, certaine que l'autorité allait pencher en sa faveur. « Enfin quelqu'un qui va régler ça ?» s'exclama-t-elle, son ton débordant d'assurance. « Cette femme refuse de céder sa place à ma fille. » Le commandant Leclerc ignora Élodie et se tourna vers Claire. « Madame, puis-je voir votre carte d'embarquement » demanda-t-il d'une voix grave mais respectueuse. Claire lui tendit son téléphone sans un mot. Il lut l'écran, puis releva les yeux, une lueur de reconnaissance traversant son regard. Il parla d'une voix claire, assez forte pour que toute la cabine entende « Claire Dubois, PDG de Dubois Création ». Un silence stupéfait envahit la cabine. Élodie blêmit, ses mains tremblant légèrement. Sophie, toujours concentrée sur son téléphone, ne saisit pas immédiatement l'ampleur du moment. Antoine Bisset, le journaliste, murmura à lui-même. « C'est énorme !» Madame Dupont referma son carnet, un sourire discret aux lèvres. Les autres passagers échangèrent des regards, certains reconnaissant le nom de Claire, d'autres comprenant simplement qu'ils assistaient à un moment décisif. Élodie, toujours dans le déni, tenta de reprendre la parole, mais le commandant leva une main pour l'arrêter. « Madame, dit-il, son ton glacial, expliquez-moi pourquoi vous harcelez une passagère pour un siège qu'elle a légitimement réservé. » La question, posée avec une autorité implacable, suspendit le temps dans la cabine. Tous les yeux étaient rivés sur Élodie, attendant sa réponse, tandis que Claire, toujours assise, referma son ordinateur avec un calme qui contrastait avec le chaos ambiant. Le silence dans la cabine de première classe était assourdissant, comme si le temps s'était figé dans l'attente d'un dénouement. Le commandant Pierre Leclerc venait de révéler l'identité de Claire Dubois, PDG de Dubois Création, une figure emblématique de la mode française, une femme dont le nom résonnait dans les cercles les plus prestigieux de Paris. Élodie Moreau, jusque-là sûre de sa victoire, sentit le sol se dérober sous ses pieds, son visage passant d'une rougeur colérique à une pâleur maladive. Ses mains tremblaient légèrement. Et ses lèvres, habituées à donner des ordres, restaient entr'ouvertes, incapable de formuler une réponse cohérente. Sophie, sa fille de 15 ans, continuait de filmer avec son smartphone, inconsciente de l'ampleur du moment, ses yeux fixés sur l'écran, comme si elle capturait une banale anecdote pour ses abonnés Instagram. Mais dans la cabine, l'atmosphère avait changé. Ce qui avait commencé comme une dispute pour un siège près du hublot s'était transformé en un scandale public.
Un affrontement où les masques de la politesse et du privilège tombaient un à un, révélant des vérités crues sur l'arrogance et les préjugés. Le commandant Leclerc, droit dans son uniforme impeccablement repassé, rendit le téléphone à Claire avec un regard empreint de respect. « Madame Dubois, je vous présente mes excuses pour cette situation », dit-il d'une voix grave, son ton trahissant une colère contenue mais palpable. Puis, se tournant vers Élodie, il ajouta, glacial: « Madame, expliquez-moi pourquoi vous harcelez une passagère pour un siège qu'elle a légitimement réservé. » La question, posée avec une autorité qui semblait émaner de décennies passées à commander des équipages et à gérer des crises, suspendit le souffle de l'assemblée. Élodie, déstabilisée, bafouilla, cherchant à reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait. « Ce n'est pas du harcèlement », s'écria-t-elle, sa voix montant dans les aigus, trahissant une panique naissante. « Ma fille veut simplement le siège près du hublot. C'est une enfant, elle a le droit d'être heureuse, non ?» Tout. Sophie, enhardie par les paroles de sa mère, renchérit avec une audace adolescente, brandissant son téléphone comme une arme. « Elle est tellement égoïste », lança-t-elle, sa voix dégoulinant d'un mépris juvénile. « Je filme tout pour montrer à mes abonnés comment elle traite une ado qui demande gentiment. » Ces mots déclenchèrent un murmure indigné parmi les passagers. Madame Véronique Dupont, l'avocate assise au rang 4, griffonna frénétiquement dans son carnet, notant chaque phrase avec une précision chirurgicale, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Antoine Bisset, le jeune journaliste de Le Figaro, toujours en train de filmer, commença à interviewer discrètement un homme d'affaires à côté de lui, un certain monsieur Garnier, qui secouait la tête avec dégoût. « C'est inacceptable », murmura ce dernier, son costume gris impeccable contrastant avec son expression outrée. « Cette femme n'a rien fait de mal, et elle l'attaque comme si elle leur devait quelque chose. » Antoine hocha la tête, ses doigts tapant rapidement un tweet. « Scandale raciste en première classe sur un vol Air France. Une PDG noire harcelée pour son siège. Racisme en vol. » Claire, toujours assise à sa place, referma lentement son ordinateur portable, son regard posé mais perçant fixé sur Élodie. « Ce n'est pas une question d'égoïsme, mademoiselle, » dit-elle à Sophie, sa voix calme mais empreinte d'une autorité naturelle. « C'est une question de respect. J'ai payé pour ce siège, tout comme vous avez payé pour le vôtre. Personne ne peut exiger ce qui ne lui appartient pas. » Ces mots, prononcés avec une clarté et une dignité qui semblaient défier la tempête autour d'elle, firent vaciller Élodie. Mais au lieu de reculer, celle-ci choisit d'escalader encore, incapable de supporter l'idée qu'une femme, qu'elle percevait comme inférieure à cause de sa couleur de peau, puisse lui tenir tête. « Vous n'avez aucun respect pour une famille française, » cracha-t-elle, sa voix assez forte pour résonner dans toute la cabine. « Les gens comme vous ne comprennent rien à nos traditions, à nos valeurs. » La phrase, lourde de sous-entendus racistes, fit l'effet d'une bombe. Un silence choqué envahit la cabine, suivi d'un murmure de désapprobation. Monsieur Lefebvre, le retraité distingué du rang 3, se leva, son visage rouge d'indignation. « Madame, vous dépassez toutes les bornes, » lança-t-il, sa voix grave tremblant de colère. « Cette dame a tous les droits d'être là, et vous n'avez aucun droit de lui parler ainsi. » Sa femme, Madame Lefebvre, ajouta d'une voix tremblante mais ferme. « C'est une honte. Nous sommes dans un pays civilisé, et vous vous comportez comme si vous étiez au-dessus des autres. » Les passagers, jusque-là spectateurs silencieux, commencèrent à s'agiter. Une jeune femme, probablement une étudiante en vacances, chuchota à son amie. « Elle a vraiment dit « les gens comme vous » C'est écœurant. Un homme d'affaires au rang 5, son ordinateur portable oublié sur ses genoux, secoua la tête et murmura « En 2025, on en est encore là. » Les téléphones des passagers étaient désormais tous sortis, filmant la scène sous tous les angles possibles. Antoine, toujours en mode journaliste, captura un gros plan d'Élodie, dont le visage était désormais écarlate, mélange de colère et d'embarras. Madame Dupont, l'avocate, notait chaque détail, ses lèvres pincées en une ligne sévère. Elle savait que cette scène pourrait avoir des conséquences juridiques, et elle était déterminée à ne rien manquer. Camille Laurent, l'hôtesse de l'air, était au bord de la panique. Formée à désamorcer les conflits, elle se retrouvait face à une situation qu'aucun manuel ne pouvait résoudre. « S'il vous plaît, mesdames, calmez-vous, » dit-elle, sa voix tremblante, ses mains crispées sur son badge Air France. Puis, dans une tentative désespérée de calmer les esprits, elle se tourna vers Claire. « Madame, pour le confort de tous, accepteriez-vous de changer de place? Nous pourrions vous trouver un autre siège en première classe. » Un silence choqué suivit. Les passagers retinrent leur souffle, attendant la réponse de Claire. Celle-ci croisa les bras, son regard perçant fixant l'hôtesse.
Non, mademoiselle, répondit-elle, chaque mot prononcé avec une précision froide. J'ai réservé ce siège il y a 3 semaines. Votre rôle est de faire respecter les droits des passagers, pas de céder aux caprices de ceux qui élèvent la voix. Les mots de Claire, d'une clarté implacable, firent rougir Camille, qui baissa les yeux, consciente d'avoir fait une erreur. Élodie, furieuse, saisit l'opportunité pour enfoncer le clou. « Vous entendez ça » cria-t-elle, pointant Claire comme si elle était une criminelle. « Elle fait pleurer ma fille. Une enfant. Faites-la bouger. C'est votre devoir. » Ah. Sophie, sentant que la situation ne tournait pas en sa faveur, opta pour une tactique plus dramatique. Elle éclata en sanglots théâtraux, ses joues rougies par une performance digne d'une actrice de théâtre. « Elle est méchante avec moi » gémit-elle, s'assurant que tout le monde la voit, son smartphone toujours en main, filmant la scène comme si elle était la victime. « Je veux juste le hublot pour mes photos. Pourquoi est-elle si cruelle avec une ado ?» Élodie, galvanisée par les larmes de sa fille, se tourna vers Camille. « Vous voyez ? Vous faites souffrir une enfant. Faites quelque chose. » Les passagers s'agitèrent davantage. Monsieur Garnier, l'homme d'affaires interrogé par Antoine, murmura « C'est du théâtre, tout ça. Cette gamine joue la comédie. » Une autre passagère, une femme élégante portant un foulard Hermès, chuchota à son compagnon « Cette mère est en train de transmettre les pires valeurs à sa fille. » Antoine, toujours en train de filmer, envoya un message rapide à son rédacteur en chef. « J'ai une exclue explosive. Une PDG noire harcelée sur un vol Air France. Vidéo à venir. » Son tweet initial avait déjà des centaines de retweets, et le hashtag « Racisme en vol » commençait à circuler sur les réseaux sociaux. Mais Élodie, aveuglée par son sentiment de supériorité, ne voyait pas le piège qu'elle se tendait à elle-même. Elle se pencha vers Claire, envahissant son espace personnel dans une tentative claire d'intimidation. « Vous ne pensez pas qu'une enfant mérite d'être heureuse ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « Ce n'est qu'un siège. Pourquoi être aussi têtue ?» Claire, toujours impassible, répondit avec une clarté cinglante. « Ce n'est pas une question d'entêtement, madame. C'est une question de droit. Votre fille n'a aucun privilège sur moi, et vos paroles montrent exactement qui vous êtes. » Ces mots, prononcés avec une dignité écrasante, firent vaciller Élodie, mais elle refusa de reculer. « C'est typique des gens comme vous, » cracha-t-elle, sa voix tremblant de rage. « Aucun respect pour les familles, aucun sens des priorités. Vous ne savez pas comment les choses fonctionnent ici. » La phrase, lourde de sous-entendus racistes, résonna comme une gifle dans la cabine. Un silence choqué envahit l'espace, suivi d'un murmure de colère. Monsieur Lefebvre se leva complètement cette fois, son visage rouge d'indignation. « Madame, vous êtes une honte !» lança-t-il, sa voix grave faisant trembler l'air. « Cette femme a payé pour son siège. Tout comme nous tous, vous n'avez aucun droit de lui parler ainsi. » Madame Lefebvre, les larmes aux yeux, ajouta « Comment osez-vous? Nous sommes tous égaux ici. » Les autres passagers commencèrent à réagir. Une jeune femme au fond de la cabine murmura à son amie « Elle a vraiment dit les gens comme vous? C'est dégoûtant. » Un homme d'affaires, son costume impeccablement taillé, secoua la tête et sortit son téléphone pour filmer. « Il faut que ça soit vu, » dit-il à voix basse. Sophie, encouragée par sa mère, pointa son téléphone directement sur Claire. « Je vais poster ça sur Instagram », annonça-t-elle bruyamment, s'assurant que Claire entende. « Mes abonnés doivent voir comment certaines personnes traitent les enfants. » L'ironie de la situation était stupéfiante. Sophie, qui réclamait un siège qui ne lui appartenait pas, accusait Claire d'être égoïste, tout en enregistrant ce qu'elle pensait être une victoire. Élodie, enhardie par la caméra de sa fille, s'adressa à la cabine entière, comme une avocate plaidant sa cause devant un tribunal. « Pouvez-vous croire cela ?» lança-t-elle aux autres passagers, sa voix théâtrale. « Une enfant demande gentiment un siège, et cette femme refuse de faire preuve de la moindre bonté. Elle fait pleurer ma fille. » Les réactions des passagers variaient. Certains, comme M. Garnier, secouaient la tête, clairement dégoûtés par le comportement d'Élodie et Sophie. D'autres, mal à l'aise, détournaient le regard. Espérant éviter tout conflit, Madame Lefebvre murmura à son mari. « Il faut que quelqu'un intervienne. Cette pauvre femme ne mérite pas ça. » Camille, l'hôtesse, était désormais au bord des larmes, dépassée par la situation. « S'il vous plaît, mesdames, calmez-vous, » répéta-t-elle, sa voix tremblant. Puis, dans une tentative désespérée de désamorcer le conflit,
Elle se tourna à nouveau vers Claire. Madame, je vous en prie, pour le bien, être de tous, accepteriez-vous de changer de place? Nous pouvons vous offrir un autre siège en première classe. La cabine entière retint son souffle. Claire posa un regard glacial sur Camille, ses yeux brillants d'une colère contenue mais maîtrisée. Non, mademoiselle, répondit-elle, chaque mot pesé avec soin. J'ai réservé ce siège il y a 3 semaines. Votre rôle est de faire respecter les droits des passagers, pas de céder aux caprices de ceux qui élèvent la voix. Votre attitude est inacceptable. Les mots de Claire, d'une clarté implacable, firent rougir Camille, qui baissa les yeux, consciente d'avoir commis une grave erreur. Élodie, furieuse, pointa un doigt accusateur. « Vous entendez ça » cria-t-elle, s'adressant à Camille. « Elle fait pleurer ma fille, une enfant, faites-la bouger, c'est votre devoir. » À cet instant, le commandant Leclerc, qui avait observé la scène avec une patience de fer, intervint enfin, sa voix tonnant comme un verdict. « Assez » lança-t-il, son ton faisant taire les murmures dans la cabine. « Madame Moreau, vous et votre fille quittez cet avion immédiatement pour harcèlement et discrimination. » Élodie blêmit, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Quoi » balbutia-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Vous plaisantez ? Pour une histoire de siège ?» Le commandant, impassible, la corrigea d'un ton glacial. « Pour un comportement raciste et inacceptable. Je ne tolérerai pas cela sur mon avion. » Sophie, soudain paniquée, cessa de filmer, son smartphone tombant presque de ses mains. « On n'est pas raciste » cria-t-elle, sa voix tremblant d'une indignation juvénile. « On voulait juste le hublot, c'est tout. » Mais Claire, avec une dignité écrasante, répondit d'une voix calme mais tranchante. « Vos mots et vos actes parlent d'eux-mêmes. Vous avez montré qui vous êtes, et le monde entier le verra bientôt. » Ces mots, prononcés avec une autorité sereine, firent l'effet d'un coup de poignard. Les passagers, jusque-là divisés entre indignation et malaise, commencèrent à applaudir discrètement, un murmure d'approbation parcourant la cabine. Antoine, sentant l'ampleur de l'histoire, envoya un message urgent à son rédacteur en chef. « J'ai une exclue explosive. Une PDG noire harcelée sur un vol Air France. Vidéo à venir. » Son tweet initial avait désormais des milliers de retweets, et le hashtag « Racisme and Vol » grimpait en flèche sur les réseaux sociaux. Madame Dupont glissa son carnet dans son sac, un sourire discret aux lèvres. Elle s'approcha de Claire, murmurant « Je suis avocate. Si vous souhaitez porter plainte, je suis à votre disposition après l'atterrissage. » Claire hocha la tête, un léger sourire reconnaissant sur les lèvres. « Merci, je vais y réfléchir, » répondit-elle. Élodie, désespérée, tenta une dernière excuse, sa voix prenant un ton suppliant qui contrastait avec son arrogance initiale. « Je suis désolée, c'était un malentendu, dit-elle, ses mains jointes comme en prière. « On peut s'arranger, non ?» On ne voulait pas vous offenser, mais Claire la regarda froidement, son regard perçant comme une lame. « Les excuses ne changent pas ce que vous avez montré de vous-même, » répondit-elle, chaque mot pesant comme une sentence. « Vous avez choisi vos paroles, et maintenant vous devrez en assumer les conséquences. » Les passagers applaudirent à nouveau, cette fois plus fort, un élan de solidarité envers Claire envahissant la cabine. Monsieur Lefebvre murmura à sa femme. « Cette femme est remarquable, elle n'a pas cédé d'un pouce. » Madame Lefebvre, les larmes aux yeux, hocha la tête. « C'est une leçon pour nous tous. » Antoine, toujours en mode journaliste, nota dans son carnet. « Une leçon de dignité dans les airs. Claire Dubois, une héroïne des temps modernes. » Madame Dupont, l'avocate, glissa son carnet dans son sac et murmura à Claire. « Vous avez mon numéro. Si vous avez besoin de moi, je suis là. » Claire hocha la tête, reconnaissante, mais son esprit était déjà tourné vers l'avenir, vers la réunion à Nice qui l'attendait, et vers les leçons que cet incident pourrait inspirer. La porte de la cabine s'ouvrit, et 2 agents de sécurité, des hommes en uniforme sombre, montèrent à bord, leur présence imposante faisant taire les derniers murmures. Le commandant Leclerc leur fit un bref signe de tête. « Escortez ces 2 passagères hors de l'avion », ordonna-t-il. « Elles ont harcelé une passagère et tenu des propos discriminatoires. » Élodie, désormais en pleurs, s'effonva sur son siège, secouant la tête. « Non, non, vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-elle, sa voix brisée par la panique. Sophie, agrippée à son téléphone, murmura. « C'est ma vie, ce téléphone !» Mais l'un des agents tendit la main. « Mademoiselle, nous devons confisquer votre téléphone comme preuve, » dit-il d'un ton ferme. Sophie éclata en sanglots hystériques, serrant son appareil contre elle. « Vous ne pouvez pas prendre mon téléphone !» cria-t-elle.
C'est tout ce que j'ai. Mais l'agent resta impassible. Il contient des preuves de l'incident, répondit-il, saisissant doucement le téléphone des mains de Sophie. La cabine entière observa en silence, alors que les agents escortaient Élodie et Sophie vers la sortie, leur pas résonnant dans l'allée comme une marche de la honte. Les passagers continuaient de filmer, capturant chaque instant de cette humiliation publique. Antoine tweeta une dernière fois, avant l'atterrissage. Mère et fille expulsées d'un vol Air France pour harcèlement raciste. Une PDG noire triomphe avec dignité. Racisme and vol. Claire, toujours assise à sa place près du hublot, rouvrit son ordinateur, son visage impassible, mais ses yeux brillants d'une force tranquille. Elle avait maintenu sa position, non seulement pour défendre son droit, mais aussi pour montrer que la dignité et le respect ne se négociaient pas. Les passagers, impressionnés par sa retenue, murmurèrent leur admiration. Madame Lefebvre se pencha vers son mari et murmura « Cette femme est une inspiration ». Monsieur Garnier, l'homme d'affaires, ajouta « Elle a montré à tout le monde ce que signifie être vraiment fort ». Adida. Alors que la cabine retrouvait un semblant de calme, le commandant Leclerc s'approcha de Claire. « Madame Dubois, au nom d'Air France et de tous les passagers décents à bord, je vous présente mes excuses les plus sincères, dit-il, sa voix empreinte de respect. Votre dignité face à cette situation est remarquable, et je vous assure que ce comportement ne reflète pas nos valeurs. » Claire hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Merci, commandant, répondit-elle. J'espère que cela servira de leçon à ceux qui croient pouvoir imposer leur volonté par la force ou les préjugés. » La cabine éclata en applaudissements spontanés, un élan de solidarité envers Claire et une condamnation silencieuse du comportement d'Élodie et Sophie. Antoine, toujours en mode journaliste, nota dans son carnet « Une leçon de dignité dans les airs ». Claire Dubois, une héroïne des temps modernes, Madame Dupont, l'avocate, glissa son carnet dans son sac et murmura à Claire « Vous avez mon numéro. Si vous avez besoin de moi, je suis là. » Claire hocha la tête, reconnaissante, mais son esprit était déjà tourné vers l'avenir, vers la réunion à Nice qui l'attendait, et vers les leçons que cet incident pourrait inspirer. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Alors que l'avion se préparait à atterrir, les vidéos des passagers commençaient à envahir les réseaux sociaux, déclenchant une tempête médiatique qui allait bouleverser la vie d'Élodie et Sophie pour toujours. Et ce que personne à bord ne savait encore, c'était que Claire Dubois n'était pas seulement une passagère victime d'une injustice. Elle était la clé d'un contrat vital pour l'entreprise vacillante d'Élodie. Une révélation qui allait transformer cette dispute en un désastre monumental pour la mère et sa fille. À peine l'avion atterrit à Nice, les vidéos de l'incident envahirent les réseaux sociaux français, comme une vague déferlante emportant tout sur son passage. Le hashtag « Racisme and Vol » devint viral en quelques heures, partagé par des milliers d'internautes outrés, repris par des influenceurs, des journalistes et même des personnalités publiques. Élodie Moreau et sa fille Sophie, qui avaient cru pouvoir imposer leur volonté à bord d'un vol Air France, se retrouvaient désormais au cœur d'un scandale national, leurs visages et leurs paroles racistes exposés aux yeux du monde entier. Dans la cabine de première classe, alors que les passagers descendaient, l'atmosphère était encore lourde de l'incident, mais une forme de justice semblait avoir été rendue. Claire Dubois, la PDG de Dubois Création, avait triomphé par sa dignité et son refus de céder, devenant un symbole de résistance face à l'injustice. Mais ce n'était que le début des répercussions, et ce qui suivrait allait transformer cette dispute en une leçon inoubliable pour tous ceux impliqués. Les agents de sécurité escortèrent Élodie et Sophie hors de l'avion, sous les regards accusateurs des autres passagers. Élodie, jadis drapée dans une arrogance ostentatoire, tentait maintenant de cacher son visage derrière ses mains, ses épaules voûtées sous le poids de l'humiliation. Sophie, quant à elle, sanglotait bruyamment, son smartphone confisqué par les agents comme preuve de l'incident. « C'est ma vie, ce téléphone !» cria-t-elle, sa voix brisée par la panique, comme si la perte de son appareil était plus grave que les paroles qu'elle avait tenues. L'agent de sécurité, un homme robuste au visage impassible, répondit d'un ton ferme. « Il contient des preuves de votre comportement, mademoiselle. Vous le récupérerez après enquête. » Sophie s'effondra sur son siège, ses sanglots redoublant, tandis qu'Élodie, incapable de regarder les autres passagers, suivait les agents en silence, ses pas lourds résonnant dans l'allée. Les autres passagers, toujours armés de leur téléphone, continuaient de filmer, capturant chaque instant de cette marche de la honte. Antoine Bisset, le journaliste de Le Figaro, tweeta une dernière fois avant de quitter l'avion « Mère et fille expulsées d'un vol Air France pour harcèlement raciste. Claire Dubois triomphe avec une dignité exemplaire. Racisme and vol ». Son message, accompagné d'une courte vidéo, fut partagé des milliers de fois en quelques minutes, alimentant une tempête médiatique sans précédent. Dans la cabine, alors que les derniers passagers rassemblaient leurs affaires,
Le commandant Pierre Leclerc s'approcha de Claire, qui rangeait calmement son ordinateur portable. « Madame Dubois, dit-il, sa voix empreinte d'un respect sincère, au nom d'Air France et de tous les passagers décents à bord, je vous présente mes excuses les plus profondes. Votre retenue et votre dignité face à cette situation sont admirables. » Claire, toujours assise près du hublot, leva les yeux et esquissa un léger sourire. « Merci, commandant, répondit-elle, sa voix douce mais ferme. J'espère que cet incident servira de leçon à ceux qui croient pouvoir imposer leur volonté par l'intimidation ou les préjugés. Le respect ne se négocie pas. » Le commandant hocha la tête, impressionné par la force tranquille de cette femme. « Vous avez raison, dit-il. Nous allons revoir nos protocoles pour éviter que cela ne se reproduise. » Alors que Claire se levait pour quitter l'avion, Madame Véronique Dupont, l'avocate au regard perçant, s'approcha d'elle. « Madame Dubois, murmura-t-elle, tendant une carte de visite élégante ornée de son nom et de son cabinet. Je suis spécialisée dans les affaires de discrimination. Si vous souhaitez porter plainte, je serai honoré de vous représenter. Ce que vous avez subi est inacceptable, et je pense que nous pouvons faire en sorte que justice soit rendue. » Claire prit la carte, son regard scrutant le visage de l'avocate. « Merci, Madame Dupont, répondit-elle. Je vais y réfléchir. Pour l'instant, j'ai une réunion importante à Nice, mais je garde votre carte. » Madame Dupont hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. « Vous êtes une femme remarquable, » ajouta-t-elle avant de s'éloigner. Son carnet toujours serré contre elle, rempli de notes détaillées sur l'incident. Antoine Bisset, quant à lui, ne perdait pas de temps. À peine descendu de l'avion, il envoya son article à Le Figaro. Une PDG noire victime de racisme sur un vol Air France. Une leçon de dignité. L'article, accompagné de vidéos fournies par les autres passagers, fut publié en ligne dans l'heure, déclenchant une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluaient, allant de l'indignation à l'admiration pour Claire. « Quelle honte! Une femme aussi classe que Claire Dubois traitée ainsi », écrivait un internaute. « Cette mère et sa fille sont l'exemple parfait de l'arrogance et du privilège mal placé », ajoutait un autre. Le hashtag « racisme-unvol » dominait les tendances sur Twitter, Instagram et TikTok, avec des milliers de publications dénonçant le comportement d'Élodie et Sophie. Une vidéo, en particulier, montrant Sophie renversant accidentellement le café sur l'ordinateur de Claire, fut visionnée des millions de fois, accompagnée de commentaires cinglants. Elle pensait que ça passerait inaperçu? Quelle honte! No? Le lendemain matin, Élodie entra dans les bureaux de Moreau Mode, son entreprise de prêt, portait déjà en difficulté financière. Son assistante, une jeune femme nommée Clairette, l'accueillit avec une nervosité palpable. « Madame Moreau, dit-elle, sa voix tremblante, une représentante de Dubois Création vous attend dans la salle de réunion. » Élodie, encore secouée par l'incident de la veille, tenta de reprendre contenance. Elle ajusta sa robe, lissa ses cheveux et entra dans la salle, espérant sauver ce qui restait de son entreprise. Mais, lorsqu'elle ouvrit la porte, elle se figea, le souffle coupé. Claire Dubois était là, assise à la table de conférence, un dossier de propositions soigneusement posé devant elle. Vêtue d'un tailleur blanc éclatant, elle incarnait une autorité sereine, ses yeux fixant Élodie avec une intensité qui semblait percer son âme. « Vous » balbutia Élodie, sa voix tremblant d'incrédulité. Claire esquissa un sourire froid, presque imperceptible. « Oui, moi » répondit-elle calmement. « La PDG que vous avez harcelée hier sur le vol pour Nice. » Élodie s'effondra sur une chaise, ses mains tremblant alors qu'elle tentait de reprendre ses esprits. « Je ne savais pas qui vous étiez » bafouilla-t-elle, sa voix brisée par la panique. « C'était une erreur, un malentendu, je vous assure, je ne voulais pas. » Claire l'interrompit d'un geste de la main, son regard inflexible. « Une erreur » répéta-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Vos paroles étaient claires, Madame Moreau. Vous avez dit les gens comme vous, et vous avez laissé votre fille renverser du café sur mon ordinateur. Ce n'était pas un malentendu, c'était une démonstration de qui vous êtes. » Élodie, désormais en larmes, tenta de plaider sa cause. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, ses mains jointes comme en prière. « Moreau Mode a besoin de ce contrat avec Dubois Création. Sans cela, nous sommes finis. Je vous en prie, donnez-nous une chance. » Claire la fixa, son visage impassible. « Votre entreprise a besoin de valeurs, pas seulement de contrats, » répondit-elle, chaque mot pesé avec soin. « Vous avez montré vos valeurs hier, et elles sont incompatibles avec celles de Dubois Création. Considérez votre entreprise blacklistée. » Elle se leva, ramassa son dossier et quitta la pièce sans un regard en arrière, laissant Élodie effondrée, ses sanglots résonnant dans la salle vide.
Quelques heures plus tard, plusieurs clients majeurs de Moreau Mode, alertés par les vidéos virales et l'article d'Antoine, annulèrent leur contrat, horrifiés par le comportement d'Élodie. En un mois, l'entreprise déposa le bilan et Élodie dut vendre sa maison cossue de Saint-Germain-des-Prés pour déménager dans un petit appartement en banlieue, un symbole brutal de sa chute. Sophie, de son côté, subit des conséquences tout aussi dévastatrices. Son lycée privé UP, situé dans le 6e arrondissement de Paris, reçut des dizaines de plaintes de parents après la diffusion des vidéos. La direction, soucieuse de préserver sa réputation, décida de l'expulser, invoquant un comportement incompatible avec les valeurs de l'établissement. Ses amis, autrefois prompts à liker ses stories Instagram, l'abandonnèrent un à un, horrifiés par les images d'elle renversant du café sur l'ordinateur de Claire et proférant des insultes racistes. Humiliée, Sophie supprima tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais le mal était fait. Les vidéos continuaient de circuler. Et son nom était désormais associé à un scandale qu'elle ne pouvait effacer. Elle passa des nuits à pleurer dans sa chambre, réalisant que son obsession pour l'image publique s'était retournée contre elle de la manière la plus cruelle. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Claire, fidèle à sa réputation de femme d'action, transforma l'incident en une opportunité pour un changement plus large. Quelques semaines après l'atterrissage à Nice, elle rencontra Madame Dupont, l'avocate, et décida de porter plainte contre Élodie et Sophie pour harcèlement et discrimination. Le procès, largement médiatisé, devint un symbole de la lutte contre le racisme en France. Claire, dans une interview accordée à France 2, déclara avec une éloquence qui captiva le public. « Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Le racisme, qu'il soit subtil ou flagrant, a un prix. Nous devons tous être responsables de nos paroles et de nos actes. » Ces mots, diffusés à 1 heure de grande écoute, inspirèrent des débats nationaux sur l'égalité et la justice. Et plusieurs compagnies aériennes, y compris Air France, annoncèrent des formations obligatoires sur la gestion des conflits et la lutte contre la discrimination pour leurs équipages. Des années plus tard, l'incident restait gravé dans les mémoires. Sophie, profondément marquée par l'expérience, s'engagea dans des associations contre le racisme, cherchant à se racheter et à comprendre les erreurs de son passé. Élodie, quant à elle, ne retrouva jamais sa place dans le monde de la mode, vivant dans l'ombre de son humiliation publique. Claire, fidèle à elle-même, continua de faire prospérer Dubois Création, devenant une icône non seulement de la mode, mais aussi de la lutte pour la justice sociale. Dans une dernière image, on la voyait, sereine, travaillant près d'un hublot sur un autre vol, les nuages défilant sous ses yeux, symbole de sa force et de sa dignité inébranlable. Élodie et Sophie, elles, portèrent le poids de leurs actes pour toujours, un rappel que les paroles et les gestes ont des conséquences, surtout lorsqu'ils sont filmés et partagés avec le monde entier. L'histoire de l'incident sur le vol Air France reliant Paris à Nice, où Claire Dubois, une PDG noire respectée, a été confrontée à l'arrogance et au racisme d'Élodie Moreau et de sa fille Sophie, est bien plus qu'une simple anecdote de voyage. Elle est un miroir tendu à notre société, révélant des vérités inconfortables sur les préjugés, le privilège et la manière dont nous nous traitons les uns les autres dans les espaces partagés. En tant que Français, profondément attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, cet événement nous pousse à réfléchir à notre propre comportement, à nos responsabilités individuelles et collectives, et aux leçons que nous pouvons tirer pour vivre de manière plus juste et respectueuse dans notre quotidien. D'abord, l'histoire de Claire Dubois est une leçon de dignité face à l'adversité. Malgré les insultes, les sous-entendus racistes et l'agression physique, le café renversé sur son ordinateur, Claire a maintenu une retenue remarquable. Sa capacité à répondre avec calme, clarté et fermeté, sans jamais tomber dans la colère ou la provocation, est un modèle d'élégance morale. En France, où l'art de la maîtrise de soi et de l'éloquence est souvent célébré, Claire incarne une forme de grandeur qui transcende les circonstances. Elle nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans les cris ou l'intimidation, mais dans la capacité à défendre ses droits avec assurance et respect. Cette leçon s'applique à notre vie quotidienne. Face à l'injustice, il est possible de rester fidèle à ses principes sans perdre son sang-froid. Que ce soit dans une dispute au travail, une tension familiale ou une confrontation dans l'espace public, adopter une posture digne, comme Claire, permet de transformer une situation conflictuelle en une opportunité de dialogue et de respect mutuel. Ensuite, l'incident met en lumière l'impact des préjugés, même inconscients, dans nos interactions. Les paroles d'Élodie et Sophie, notamment l'expression « les gens comme vous », révèlent une vision du monde où certaines personnes sont considérées comme inférieures en raison de leur couleur de peau ou de leur origine. En France, pays fier de son histoire républicaine et de son idéal d'égalité, de tels comportements rappellent que le racisme, qu'il soit flagrant ou subtil,
persiste encore dans les interstices de notre société. Cette prise de conscience doit nous pousser à examiner nos propres biais. Par exemple, dans nos cercles sociaux, au travail ou même dans les transports en commun, nous pouvons involontairement juger autrui sur des critères superficiels, apparence, accent, vêtements, sans prendre le temps de connaître la personne. L'histoire nous enseigne l'importance de suspendre nos jugements hâtifs et d'aborder chaque individu avec ouverture et respect, conformément à l'esprit de fraternité qui définit notre nation. Un autre enseignement majeur concerne la responsabilité collective. Les passagers de la cabine, comme Monsieur et Madame Lefebvre ou Antoine Bisset, ont joué un rôle crucial en filmant l'incident et en soutenant Claire. Leur intervention, même discrète, a permis de documenter l'injustice et de la rendre publique, transformant une dispute isolée en un débat national sur le racisme et le respect. Cela nous rappelle que, en tant que citoyens, nous avons le pouvoir et le devoir de ne pas rester passifs face à l'injustice. Que ce soit en dénonçant un comportement inapproprié, en soutenant une personne victime de discrimination ou en participant à des initiatives pour promouvoir l'égalité, chacun de nous peut contribuer à une société plus juste. En France, où la solidarité est une valeur cardinale, cet incident nous encourage à agir, même à petite échelle, pour défendre les principes qui nous unissent. Enfin, l'histoire met en évidence le pouvoir des réseaux sociaux dans l'amplification des voix et des injustices. Les vidéos partagées par les passagers, relayées par Antoine, ont transformé un incident local en un scandale national, obligeant Élodie et Sophie à rendre des comptes. Cela nous rappelle que, dans un monde connecté, nos paroles et nos actes ont des conséquences durables. En France, où la liberté d'expression est sacrée, cet outil peut être utilisé pour dénoncer les injustices, mais aussi pour promouvoir des valeurs positives. Nous devons apprendre à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, en partageant des contenus qui inspirent et éduquent, plutôt que de propager la haine ou la division. L'exemple de Claire, qui a transformé son expérience en une plateforme pour promouvoir des politiques anti-discrimination, nous montre comment utiliser une visibilité publique pour un impact positif. Dans nos vies quotidiennes, ces leçons peuvent se traduire par des actions concrètes. Par exemple, au travail, nous pouvons nous efforcer de reconnaître les contributions de chacun, indépendamment de leur origine ou de leur statut. Dans nos cercles sociaux, nous pouvons confronter les remarques discriminatoires, même si elles semblent anodines, en expliquant calmement pourquoi elles sont problématiques. Dans l'espace public, nous pouvons adopter une attitude de bienveillance en offrant un sourire ou un geste de solidarité à ceux qui semblent marginalisés. Enfin, nous pouvons nous engager dans des associations ou des initiatives locales, comme celle auquel Sophie s'est jointe des années plus tard, pour promouvoir l'inclusion et l'égalité. Ces petits gestes, cumulés, peuvent transformer notre société, une interaction à la fois. En conclusion, l'histoire de Claire Dubois est un puissant rappel que la dignité, le respect et la responsabilité sont des valeurs universelles qui doivent guider nos actions. Elle nous enseigne que, face à l'injustice, la réponse la plus puissante n'est pas la colère, mais la fermeté ancrée dans des principes solides. En tant que Français, nous avons la chance de vivre dans un pays où l'égalité est un idéal proclamé. Il nous appartient de le faire vivre à travers nos choix quotidiens. Alors, inspirons-nous de Claire pour être des citoyens plus justes, plus solidaires et plus conscients de l'impact de nos paroles et de nos actes. Appel à l'action pour la vidéo. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour célébrer la dignité de Claire Dubois et partagez cette vidéo pour sensibiliser vos amis et votre famille à l'importance du respect et de l'égalité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Comment appliquez-vous ces leçons dans votre vie? Ensemble, faisons entendre nos voix pour une société plus juste.